Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission qui n'est plus si nouvelle que ça puisque nous en sommes au numéro 3. Coup de poing, coup de poing. Coup de poing, cette émission est avant tout et surtout pour nous un talk show. C'est-à-dire qu'à chaque émission, nous accueillons un invité et nous parlons d'un sujet très grave. Cela touche les enfants, cela touche la maltraitance, cela touche aussi bien ce qui peut être inceste ou simplement violence, moi j'ai envie de vous dire violence psychologique, parce que ça existe malheureusement. Et évidemment, nous parlerons aussi dans une de nos émissions de tous ces problèmes de femmes ou d'hommes battus, parce que cela existe évidemment. Mais avant tout, je vais quand même vous présenter mes deux drôles de dames qui sont à côté de moi. Bonjour Coro. Bonjour. Alors Coro est une journaliste talentueuse qui est très piquante. Elle est tellement piquante et tellement mordante que nous l'avons surnommée Notre-Dame de Pique. Notre-Dame de Pique. À ma droite, j'ai une autre drôle de dame. Celle-ci, elle est rigide, elle est sévère. Elle a mis ses lunettes, regardez bien. Maître Ponviane, bienvenue parmi nous. Bonsoir Katia. Et vous êtes Notre-Dame Balance. De justice. De justice. Et c'est la balance. Quant à moi, écoutez, après tout, je vais me présenter toute seule. Moi, je suis celle qui va vous emmener sur le parcours de toutes ces émissions. Je l'ai déjà fait. Et elles m'ont surnommée gentiment leur dame de cœur. C'est quand même gentil, ça m'a fait très plaisir ça. Donc, je suis votre dame de cœur. Ce soir, nous allons avoir un invité de marque qui va arriver plus tard que d'habitude. Toujours pour les mêmes raisons. Problème aujourd'hui encore de circulation, si bien qu'il n'a pas pu être là au démarrage de l'émission. Mais vous retrouverez avec plaisir Lies Loufoque. Lies Loufoque, c'est quelqu'un qui a vécu l'enfer. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers » qui sont parus dans les éditions J'ai lu. L'enfer des foyers, croyez-moi, il l'a vécu. Lies Loufoque a connu les foyers, il a connu également les familles d'accueil. Il a été 2 fois très heureux, mais hélas, de nombreuses fois très malheureux. Et c'est avec lui que nous vous présenterons ce soir notre thème qui va porter sur l'ASE. Et l'ASE, croyez-moi, c'est un vaste sujet et c'est un sujet terrible. Mais avant tout, nous allons quand même survoler un petit peu notre actualité avec Coro, parce que nous en changeons tous les deux. Moi, je vais juste vous ramener un petit peu à l'affaire Duhamel. Vous vous rappelez de l'affaire Duhamel? C'est pas si loin quand même. Qu'y a-t-il de nouveau chez Duhamel? Eh bien, il a avoué. Si, je vous assure, ça a été difficile, mais enfin, il a fait des aveux. Oh, spontané, je dirais pas ça. N'exagérons pas, même si je suis une dame de cœur, là, je vous avoue franchement qu'avec lui, j'ai beaucoup de mal avec la spontanéité. Donc, bon, il a reconnu quand même qu'en effet, il avait violé son beau-fils. C'est un inceste, je vous rappelle. Beau-fils, Elisabeth, c'est un inceste. Bien sûr. Pourquoi, Elisabeth? Parce que c'est le beau-père et parce qu'il a autorité sur lui. Voilà. Donc, c'est un inceste presque en ligne directe, puisqu'il y a de l'autorité. Tout à fait. Voilà. Que ce soit, même s'il n'avait d'ailleurs pas été marié, je veux dire que c'est le beau-père, c'est le concubin, c'est le conjoint, c'est de la mère en l'espèce. Donc c'est vraiment un inceste caractérisé, c'est mis dans le texte de loi. Et Duhamel, disons-le franchement, s'est donné le droit de violer cet enfant. Bah oui, après tout, puisqu'il avait autorité. Il a eu autorité jusqu'au bout. Mais j'ai une petite précision sur l'affaire Duhamel à vous apporter, c'est que vous savez peut-être, si vous avez lu le livre ou si vous avez écouté l'actualité, c'est qu'il avait adopté des enfants. Et l'un de ces enfants, c'est une véritable descente aux enfers. À la sortie de ce livre, cet enfant-là, qui déjà n'était pas très stable, a continué à plonger. Il a tellement plongé que malheureusement, aujourd'hui, il est en prison. Il a agressé, il est devenu violent, il touche à l'alcool, à la drogue. Enfin, c'est une chose vraiment terrible et qui me rend très triste. Mais voilà, vous savez, quand on est dans une famille comme cela, eh bien, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que tout aille bien. Mais maintenant, je sais que Coro va nous parler de quelque chose, moi, qui me touche à cœur, puisqu'il s'agit d'une petite fille et Oui, d'un enlèvement, l'enlèvement de la petite Mia, alors qui a été enlevée alors qu'elle résidait chez sa grand-mère dans les Vosges par 4 individus.
on dit qu'il y aurait un 5e individu qui serait la tête du réseau. Donc, ces 4 individus sont venus chez la grand-mère en se faisant passer pour les services sociaux. Ils ont réussi à prendre la petite sans problème. Ils l'ont enlevée, soi-disant, pour la ramener à sa mère. C'était un enlèvement orchestré, visiblement. Il y a eu une cavale de 5 jours à peu près. Il y a eu 200 gendarmes qui ont été déployés. Comme quoi, hein, pour une fois, la justice a remué ciel et terre. Alors, il y a eu beaucoup de discussions au sujet de cette mère, que pour certains, enfin, il y a eu des avis partagés, bien tranchés. Pour certains qui disaient que cette mère, cette Lola, femme de 28 ans, était quelqu'un d'instable, qui fréquentait des gens limite complotistes. Et pour d'autres, c'était une mère totalement triste et désorientée qui voulait juste retrouver sa fille et qui a utilisé ce système qui n'est pas le bon pour y accéder. Alors, son père a pris sa défense. Durant l'affaire, il a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux en disant que non, que lui, il était tout à fait... il acceptait le choix de sa fille et qu'il comprenait sa douleur, que c'était une femme assez gaie qui était devenue très triste. Un collègue de travail aussi a témoigné en sa faveur. Bon, cette cavale a bien fini. Hein. Les gendarmes qui ont été mobilisés l'ont retrouvée en Suisse dans une usine désinfectée et elle n'avait subi aucune violence. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. Ils l'ont rendue à la grand-mère. Hein. Donc, la mère a été extradée et mise en examen pour enlèvement aggravé et association de malfaiteurs. Donc, elle déclare n'avoir pas fait le bon choix, mais avoir été pris au dépourvu et pas assez entendue. Il faut juste espérer que c'était un acte d'amour. Parce qu'après tout, on peut y croire quand même. Ça pouvait être un acte d'amour par rapport à une enfant qui lui manquait. Pourquoi pas? On peut y penser, on peut y croire en tout cas. À coup sûr, on en saura plus dans une autre actualité. À suivre. Oh oui, c'est à suivre. Moi, je vais vous parler aussi d'une autre affaire. Alors cette affaire-là, elle est très curieuse en fait, parce qu'elle me touche. Figurez-vous que Anne Parillot, qui est une actrice que vous avez dû connaître dans les années 80-90, qui tourne encore. Hein. Anne Parillot, moi je la croisais très fréquemment, puisqu'il s'avérait que nous avions la même pharmacie, et j'avais le même pharmacien qui était un de mes amis. Et quand je rencontrais Anne dans cette pharmacie, il nous arrivait d'échanger quelques mots. Et j'avais toujours trouvé son regard triste. Elle avait, vous savez, toujours ce grand sourire que l'on affiche lorsqu'on est acteur ou pourquoi pas présentateur, parce qu'on n'a pas le droit de faire autrement, on doit sourire. Mais le regard était triste. Et on découvre quoi aujourd'hui? Au travers du premier livre, un roman qu'elle écrit, qui s'appelle Les Abusés, qui va sortir ou qui vient de sortir, eh bien Anne nous révèle qu'en fait, elle était la fille d'un incestueux. Parce que cet incestueux-là, les drôles d'âme, il a touché aussi ses sœurs. Il n'a pas touché qu'elle. Anne a beaucoup de mal, apparemment, à s'exprimer là-dessus. Alors elle prend des contours. Là, elle a pris le contour d'un roman. Mais toujours est-il que oui, elle fut victime. Encore une victime, vous voyez, une de plus. Décidément, ça n'arrête jamais. Et Coro, vous avez quelque chose à nous dire, vous? Oui, je vais vous parler d'Amélie Guéguinet, qui est l'une des premières femmes à s'être retournée contre la Fédération française d'équitation. En 2020, elle a porté plainte contre 3 anciens éducateurs justement sportifs pour viol. C'est quelque chose qu'elle a dénoncé qu'en 2020, alors qu'elle l'a subi pendant 10 ans. 10 ans. Elle a décidé de délier sa langue en disant que c'était inadmissible ce qui se passait dans ces endroits, qu'on dit bien souvent, bien encadré, et que ça ne l'était pas du tout. Donc, du coup, elle a remédiatisé la chose, ce qui n'a pas plu au président Serge Lecomte, qui a contre-attaqué. Enfin, donc la Fédération française d'équitation a contre-attaqué pour diffamation. Elle l'accuse entre autres d'avoir aussi employé des pédocriminels qui ont été jugés et condamnés. Et donc elle l'accuse de les mettre en relation finalement, en contact avec des enfants, puisque beaucoup d'enfants viennent faire de l'équitation, et des jeunes filles. Et elle dénonce la culture du viol dans ce milieu.
Donc, il y a un chantage qui s'installe, c'est-à-dire qu'ils acceptent de retirer leur plainte si elle-même revient sur ses aveux, alors qu'elle, elle le refuse. Et il faut savoir qu'au moment des faits, ils avaient fait une campagne et ils disaient « n'en parle qu'à ton cheval ». Et « n'en parle qu'à ton cheval », quand on examine cette phrase, ça veut dire beaucoup. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, surtout que l'on sait que dans le domaine de l'équitation, comme dans le domaine du patinage, pour soi-disant montrer le bon mouvement, monter en selle, etc., eh bien on met les mains à des endroits qui ne devraient pas être. Surtout que le procès a eu lieu le 28 et que la veille, il se représentait en commission pour être à nouveau président pour la 5e fois de suite. Donc c'est calculé. Ça paraît fou, quand même. Ça paraît fou. Alors là, moi, par contre, je vais vous faire part d'une bonne nouvelle, parce qu'après tout, les bonnes nouvelles, ça existe quand même. Puisque nous allons aborder tout à l'heure le problème de l'ASE, eh bien, figurez-vous que moi, je veux vous parler du docteur Céline Gréco, qui est une femme qui a été une ancienne enfant placée. Et là, je suis fière de dire que cette femme qui est devenue médecin, cette femme-là, elle a créé dans un hôpital, elle est à l'initiative, de mettre 7 équipes mobiles pour détecter la maltraitance sur les enfants. On dit, mais pas n'importe comment. Il y aura un médecin qui va être formé à la maltraitance. Donc pas n'importe qui, on n'y met pas n'importe qui. Il y aura un psychologue ou une infirmière formée qui vont aller avec elle. Il y aura également un assistant socio-éducatif. Et ça va se faire dans 5 hôpitaux. À Paris, en tout cas, nous avons Necker et Debré qui va lancer ça. C'est fantastique. Nous avons également Trousseau, l'hôpital Trousseau. Nous avons l'hôpital Jean Verdier et nous avons également l'hôpital Bicêtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fantastique. Et on étend cela maintenant en province. Il y a 2 établissements qui vont également l'adapter, qui sont des établissements pédiatriques. C'est Brest et Grenoble. Donc vous voyez, c'est un début pour détecter la maltraitance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit sexuelle. Allez donc savoir. Et c'est ce qui va nous amener maintenant à vous parler, bien évidemment, de l'ASE. Voilà reparti dans la deuxième partie de notre émission maintenant. Et je suis heureuse parce que notre invité vient d'arriver. Lies Loufoque, qui va nous accompagner maintenant dans toute la deuxième partie, qui est donc un talk show. Un talk show qui va être un talk show difficile, parce que nous allons aborder un sujet qui n'est pas simple, puisqu'il s'agit de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Bonsoir Lies. Bonsoir. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir. Merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être là. Ben, nous aussi, parce que vraiment, il nous fallait un spécialiste, c'est le cas de le dire. Et un vrai spécialiste. Et un vrai spécialiste. Et vous êtes là. Vous êtes là et il est bien évident que je vais vous donner pratiquement tout de suite la parole parce que c'est vous qui en savez le plus. Alors déjà, première question pour les gens qui ne savent pas tout à fait ce que c'est. L'ASE, c'est qui? C'est quoi? Alors l'aide sociale à l'enfance, c'est une politique publique qui est en charge de protéger les enfants en France, qui a été confiée au département. Donc c'est une politique départementale qui vise à accueillir les enfants placés par la justice, donc par le juge des enfants, suite à des maltraitances, suite à des négligences, ou en tout cas pour une situation qui a été jugée comme étant une situation dangereuse. Donc c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est vraiment ça. C'est une politique publique gérée par un département qui vise à garantir l'accueil des enfants confiés par la justice, soit dans des foyers, soit dans des familles d'accueil, mais pas que. Ils sont également en charge de la prévention, notamment par le biais des mesures d'accompagnement éducatif à domicile ou en milieu ouvert, ce qui vise à aller directement chez les familles pour apporter un soutien aux parents qui seraient en difficulté. L'ASE, c'est donc l'ancienne DAS. C'est l'ancienne DAS. En fait, la DAS était gérée à l'époque par l'État, donc c'était l'État qui en avait directement la responsabilité. Et dans les années 80, au moment des grandes lois de décentralisation, le Parlement a décidé de confier la protection de l'enfance non plus à l'État, mais au département, en prétextant d'ailleurs que la proximité dans les territoires et notamment avec les élus départementaux allait être plus favorable aux enfants, notamment en matière de prévention et de repérage des situations de maltraitance.
Ah oui, donc si je comprends bien, il n'y a pas grande différence entre DAS et ASA? Alors, la seule différence notable entre la DAS et l'aide sociale à l'enfance, c'est le pilotage. À l'époque, c'était bien l'État qui était responsable de ces enfants. Aujourd'hui, ce sont des départements et c'est pas et ça pose un certain nombre de problèmes puisqu'il y a 101 départements en France. Et il y a donc 101 politiques publiques différentes de protection de l'enfance, puisque les départements sont souverains dans la manière de développer leur politique publique d'aide sociale à l'enfance, et donc font un peu comme ils le souhaitent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les associations d'anciens enfants placés réclament à ce que cette politique publique, donc la protection de l'enfance, soit renationalisée. Et est-ce que du coup, c'est mieux géré ou moins bien géré? C'est très très mal géré. Tous les rapports d'instances nationales comme internationales le disent. Récemment, la Cour des comptes qui a publié un rapport sur la situation de l'aide sociale à l'enfance en France, qui faisait état de graves disparités territoriales avec un manque de contrôle. C'est en fonction des départements. Si c'est en fonction des départements et donc il y a une inégalité de fait et c'est terrible pour les enfants placés puisque notre protection et la qualité de cette protection va dépendre de notre lieu de naissance. Par ailleurs, sur le repérage des situations de maltraitance, un enfant à situation égale n'est quasiment jamais repéré en danger de la même manière ou évalué en danger de la même manière en fonction de s'il est à Paris ou à Marseille. Chaque département fait à sa sauce, chaque département instaure ses propres critères, chaque département investit le budget qu'il souhaite pour venir en aide aux enfants, et donc on a vraiment pas du tout les mêmes chances et les mêmes droits en fonction de là où on habite. En fait, la protection de l'enfance a été retirée à la DAS pour être confiée parce que la DAS existe toujours, mais pour d'autres fonctions, a été retirée à la DAS et pour être confiée à l'aide sociale à l'enfance. Sauf que au départ, ça partait apparemment d'un bon sentiment, mais qui s'avère aujourd'hui que c'est, et vous le confirmez, que c'est en fait pire. La DAS, c'était pas une période très sympathique. Les enfants de la DAS ont aussi subi tout un tas de violences et de maltraitances. Le système était loin d'être parfait, mais depuis la décentralisation, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une accentuation des situations de danger dans les institutions et surtout un manque de cohérence dans le système de protection de l'enfance. C'est le résultat logique de la décentralisation, puisque, il faut le rappeler, les départements et le président ou la présidente de département est chef de file de la protection de l'enfance. Le Parlement, par exemple, aujourd'hui, quand il veut voter une loi sur la protection de l'enfance, est extrêmement limité en raison du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales qui l'empêche de pouvoir homogénéiser finalement le système de protection de l'enfance. Je me pose une petite question là. Quel est le personnel et comment le recrute-t-on? Quel est son niveau? Quelle est sa formation? Parce qu'on parle tellement d'abus qui se passent dans l'ASE que voilà, c'est la question moi, que je me pose à chaque fois. Alors, il y a plusieurs niveaux de professionnels. Il y a d'abord les travailleurs sociaux qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance. Donc, ce sont des fonctionnaires territoriaux. Là, on a une obligation d'avoir suivi une formation, en tout cas d'être compétent dans le secteur dans lequel on va aller travailler. Donc, c'est souvent des éducateurs spécialisés ou des assistants de service social. À savoir que très peu d'établissements qui accueillent des enfants placés sont des établissements publics. La majorité des établissements à l'aide sociale à l'enfance sont des établissements privés associatifs. Et là, on a de vraies difficultés sur l'encadrement puisque la loi ne fixe pas d'obligation de recruter des professionnels formés et diplômés. Donc, on n'est pas dans l'obligation d'avoir un diplôme du travail social pour être en contact des enfants placés. Et puis, la loi ne fixe pas non plus de normes d'encadrement, c'est-à-dire que contrairement aux centres de loisirs, aux centres d'animation, aux crèches ou aux pouponnières, qui dans la loi fixent par exemple un professionnel diplômé pour 5 enfants, eh bien ces normes ne s'appliquent pas dans les établissements associatifs de la protection de l'enfance, qui, je le rappelle, sont quand même majoritaires aujourd'hui dans notre système. Alors comment ils savent qu'ils sont compétents? C'est-à-dire? Sur quoi ils se basent pour dire qu'ils sont compétents? Je crois qu'il n'y a pas d'évaluation de la compétence surtout, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans une situation assez dramatique en ce moment. Exactement. Et tout à l'heure, vous parliez de département. Vous disiez de Paris à Marseille. Ouais. Moi, je veux revenir beaucoup plus près. De Paris, disons du 6e arrondissement, au 93, par exemple. Ouais. Les inégalités sont déjà extrêmement criantes. Il faut déjà appuyer là-dessus. Alors, le département de Paris, c'est très particulier parce que, à Paris, ce qu'on peut noter, c'est que la majorité des enfants placés parisiens sont issus des quartiers populaires, du 18e, du 19e et du 20e arrondissement. Il y a très, très peu d'enfants considérés ou en tout cas repérés par la justice comme étant en danger du côté de la rive gauche. Paris. Donc, on a déjà à Paris un vrai problème de repérage. C'est totalement inexact, mais bon.
c'est totalement inexact. Il y a beaucoup d'enfants sur la rive gauche qui sont en danger, qui sont bah, moins évidemment. repérés. Tout à fait, parce qu'il y a moins de services publics, parce que les parents ne sont pas forcément en contact avec les services sociaux, vont pas forcément voir l'assistante sociale de la mairie. Enfin bon, on est sur une catégorie aussi sociale qui est peut-être plus aisée et donc qui passe. Genre AMO en milieu ouvert, donc c'est-à-dire que dans la famille, il y a moins d'entrée dans cette famille, dans les milieux comme ça. Je pense surtout que pour repérer un enfant en danger, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la majorité des signalements qui sont faits à la justice proviennent de l'éducation nationale. Donc évidemment que si vous scolarisez vos enfants dans le privé, il y aura peut-être moins de signalements, et ça a été pointé par déjà énormément de professionnels. Donc oui, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour cacher la maltraitance. Il y a un vrai sujet tabou dans les classes sociales supérieures. Et surtout l'absence de service public côté rive gauche, en tout cas l'absence de nécessité d'aller et de se rendre dans un service public limite le repérage des situations de maltraitance. Oui. Et puis après, il faut pas se mentir, il y a aussi un biais dans la manière dont les professionnels vont évaluer ces situations de danger. On va être plus enclin à considérer un enfant en danger s'il est issu d'une famille pauvre, avec des carences sociales parfois importantes, que d'une famille riche, bien évidemment, alors que parfois les violences sont tout aussi dramatiques que l'on soit de la rive gauche ou de la rive droite. Mais il y a en effet cette vraie inégalité territoriale où un enfant considéré comme en danger, repéré comme en danger et placé ne bénéficiera pas des mêmes droits et de la même qualité de protection en fonction de s'il est à Paris ou en Seine-Saint-Denis. Exactement, parce qu'il y a des enfants qui ont été placés, par exemple, et qui se sont retrouvés avec plus tard avec d'autres groupes d'enfants qui étaient issus de Paris, qui se sont retrouvés dans des foyers, par exemple, de jeunes, vous savez, un peu plus tard, jeunes travailleurs, qui se retrouvent, et donc ils sont issus tous les deux de certains placements. Et finalement, ils ont le même problème alors qu'ils n'ont pas été traités de la même façon. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on demande à ce que la protection de l'enfance soit une compétence régalienne. Exactement. Et que l'État revienne mettre de la norme et du cadre dans la manière dont on traite ses enfants et dans la manière dont on est censé les protéger. Alors justement, pour éclairer nos auditeurs, quels sont les professionnels qui sont habilités à décider qu'un enfant doit être retiré à sa famille? On me pose souvent la question. Il n'y a pas de professionnel habilité par rapport à ça, parce que la décision de placement, elle émane de l'autorité judiciaire. C'est le juge des enfants qui ordonne une mesure de protection et en l'occurrence une mesure de placement. Alors souvent, le juge des enfants va se baser sur les rapports d'enquête administrative ou voilà. Tout à fait. Et donc, en fonction de la qualité du rapport du professionnel qui aura été en contact avec la famille, le magistrat va se baser sur celui-ci pour prendre sa décision. Là où moi j'alerte, c'est que très peu de décisions de placement font l'objet d'appels. Ça me questionne, puisque je sais qu'il y a un certain nombre de situations où le placement pourrait ne pas être la solution et pourrait être évité. Moi, j'invite les parents à prendre déjà des avocats, ce qu'ils sont beaucoup trop rares à faire, et puis à faire appel des décisions de placement qu'ils jugeraient être injustifiées. Mais bien souvent, les délais sont très très longs. Beaucoup de parents font appel et les délais sont... Il y a peu de parents qui font appel. Il faut savoir aussi que quand ils font appel, souvent, le juge des enfants confirme la mesure de placement. Oui, après, ça, c'est l'autorité judiciaire. Il y a normalement un principe du contradictoire et c'est toujours difficile de remettre en cause une décision de justice, notamment en deuxième instance. C'est... Voilà, quand en première instance, un magistrat ordonne le placement et qu'en deuxième instance, le magistrat le confirme, voilà, c'est très compliqué de pouvoir... Oui, non, puis pour l'avoir vu, je veux dire, l'ASE, c'est l'avis de l'ASE qui est vraiment essentiel. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi pour cela qu'on demande à ce que chaque enfant placé puisse bénéficier de la présence d'un avocat. Actuellement, le code civil est extrêmement mal fait, puisque seuls les enfants discernants peuvent demander l'assistance d'un avocat. Donc déjà, comment on évalue le discernement d'un enfant? Il y a toujours eu des débats sur ces questions-là et sur l'âge notamment. Donc c'est très compliqué. Et puis moi, je pense qu'il va falloir franchir un cap supplémentaire dans la défense des droits des enfants en rendant obligatoire cette présence-là, même pour les enfants non discernants. Moi, je prends un exemple très concret. J'ai été placé donc à la naissance parce que ma mère biologique a une maladie mentale. Elle était sous tutelle et elle a réussi. Elle a quand même conservé l'autorité parentale jusqu'à ma majorité. Donc il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans, où une dame qui est reconnue comme irresponsable d'elle-même au regard de ses pathologies peut quand même être considérée comme responsable d'un enfant. Si j'avais eu un avocat à cette époque de ma vie en tant que petit enfant, peut-être que cet avocat aurait pu demander un retrait d'autorité parentale qui m'aurait été bénéfique par la suite, notamment en me proposant l'adoption simple. Voilà. D'accord, c'est bien qu'il y a un dysfonctionnement.
Oui, il n'y en a pas qu'un, il y en a même plusieurs, mais oui. Et Par exemple, un enfant placé, et ça c'est dans l'accès à la justice quelque chose d'assez aberrant, mais quand vous avez, vous, en tant qu'adulte, un litige avec une administration, vous pouvez vous tourner vers le tribunal administratif. Un enfant placé qui aurait un litige avec l'aide sociale à l'enfance, qui est une administration, n'est pas fondé pour pouvoir saisir le tribunal administratif. Donc on est, je pense, oui, dans des gros paradoxes et dans des aberrations totales. quelque part, il devient un peu otage de cette institution, en quelque sorte. En tout cas, sa parole n'est pas écoutée, ça c'est sûr, et il a très peu de moyens de pouvoir se défendre et de défendre ses droits. On pourrait en venir à ce que vous disiez, Lies. Vous me dites, en fait, vous avez été tout de suite, vous, placé. Oui. Vous êtes un enfant placé à la naissance. À la naissance, oui. Alors, comment ça fonctionne? On est placé d'abord où? Ça dépend des situations. Il y a pas une réponse, unique. Moi, j'ai été placé à ma naissance en pouponnière jusqu'à l'âge de 18 mois. C'est souvent la porte d'entrée pour les enfants, pour les bébés placés. C'est les pouponnières, parce que c'est des établissements spécialisés qui sont chargés de l'accueil des nourrissons de 0 à 3 ans. Et pour le coup, dans les pouponnières, il y a des normes d'encadrement, il y a une obligation d'avoir des professionnels formés, donc on est sur une qualité de protection qui est satisfaisante en général, sauf à Marseille pour le coup, où les locaux de la pouponnière de Marseille sont extrêmement délabrés. Et il y a une très bonne enquête qui avait été faite par un média local sur place qui expliquait qu'il y avait des bébés dans les berceaux des bébés, des rats dans les berceaux des bébés à Marseille, dans les pouponnières à Marseille, donc c'était assez catastrophique. Et puis après, on a d'autres enfants qui vont être placés un peu plus tardivement, à 1 an, à 2 ans, qui eux vont directement aller en famille d'accueil. Souvent, on privilégie les familles d'accueil pour les enfants en bas âge plutôt que les institutions. Et puis plus on est placé tardivement, et plus on a de risques d'aller après en foyer. Est-ce qu'on change beaucoup de familles d'accueil? C'est un vrai problème en protection de l'enfance, l'instabilité dans les parcours. Donc oui, on Comment peut ça être amené. s'explique, hein? Ça s'explique déjà par un manque de défense des droits des enfants, parce que quand l'aide sociale à l'enfance, quand le juge décide et ordonne d'une mesure de placement, il ne place pas l'enfant dans un établissement, il confie l'enfant dans un département, à un département. Donc c'est le département ensuite qui est souverain et qui décide du lieu dans lequel l'enfant va vivre. Et il y a très peu de garde-fous pour vérifier que les décisions qui sont prises par l'aide sociale à l'enfance soient respectueuses des besoins fondamentaux de l'enfant concerné. Notamment dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 qu'on avait contribué à faire voter sous François Hollande, on avait demandé à ce que les services d'aide sociale à l'enfance aient l'obligation de prévenir le juge des enfants en amont d'une réorientation, donc d'un changement de lieu de placement, pour que le juge des enfants puisse confirmer ou infirmer cette décision. Et ça, on se rend compte que dans la pratique, à ce jour, c'est encore jamais fait. D'où l'importance d'avoir un avocat obligatoire pour les enfants placés, parce qu'il n'y a que par ce biais-là que leurs droits, qui sont inscrits dans la loi actuellement et pour lesquels on s'est battu, pourront être respectés. Combien d'enfants peuvent être accueillis dans une famille d'accueil? Les agréments, alors ça c'est pareil, c'est les agréments pour les familles d'accueil, à savoir quand même que pour les familles d'accueil, on a créé un diplôme d'État d'assistants familiaux. On a considéré, on est le seul pays européen à l'avoir fait, que le métier de famille d'accueil était un métier, une vraie profession qui nécessitait des compétences. Donc on a créé une formation et un diplôme pour ça. Sauf que le diplôme d'État d'assistants familiaux n'est pas obligatoire pour pouvoir demander un agrément. Ça, c'est déjà un vrai problème, parce que on a des familles d'accueil qui choisissent de faire ce métier, mais sans avoir forcément les compétences pour. Sachant que les agréments sont limités à 3 enfants. Une famille d'accueil peut très bien avoir un agrément pour 1 enfant, pour 2 enfants, pour 3 enfants maximum. Et on a des cas de figure où le couple, souvent la femme et son conjoint, ont chacun mutuellement 2 agréments, ce qui fait qu'ils peuvent accueillir jusqu'à 6 enfants chez eux. Et à Mayotte, qui est un département sinistré et pour lequel malheureusement je trouve on n'a que peu d'intérêt, les familles d'accueil peuvent accueillir jusqu'à 10 enfants et ça ne dérange personne. C'est énorme. Voilà. Et au niveau scolaire, est-ce qu'il y a un suivi de ces enfants? La scolarité, toutes les statistiques sur le devenir des enfants placés et leur scolarité sont assez catastrophiques. 70% des enfants placés sortent du système d'aide sociale à l'enfance sans aucun diplôme, et seuls 13% d'entre nous avons réussi à nous inscrire en bac, donc contre 51% en population générale du même âge. Donc il y a des vraies inégalités scolaires qui existent, qui sont souvent expliquées par des instabilités dans les parcours, les changements de lieu de placement très fréquents qui ne
permettent pas à l'enfant de pouvoir se poser et donc de pouvoir investir pleinement son établissement scolaire et puis sa scolarité. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent. Et puis derrière, il y a aussi les problématiques de soins, puisqu'on a quand même beaucoup d'enfants placés qui sont porteurs de handicap. On sait que 30% des enfants placés, et c'est probablement sous-estimé, mais sont porteurs de handicap qui résulte directement des maltraitances subies dans leur enfance. Et forcément, pour ces enfants en milieu ordinaire, la scolarité va être beaucoup plus complexe s'ils ne sont pas étayés par des professionnels compétents, notamment des pédopsychiatres, etc. Mais ils sont pourtant accompagnés par des éducateurs. Des éducateurs, oui. Moi, j'aimerais juste savoir si c'est des personnes qui ont une formation et un diplôme, parce qu'aujourd'hui, le terme éducateur, c'est un peu un terme générique. Donc le problème, c'est le diplôme, en fait. Bah, c'est la formation et le diplôme, ouais, parce que tout le monde se revendique éducateur, mais peu ont le diplôme d'État, et ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est vrai que nous, on demande à ce que le diplôme d'État d'éducateur spécialisé soit obligatoire pour exercer en protection de l'enfance. Alors moi, je me posais une question, parce que lorsque vous dites, bon, ils sont dans une famille, ils peuvent arriver handicapés, en fait, hein, parce qu'ils ont peut-être été maltraités. Mais est-ce que la famille d'accueil est formée pour accueillir des enfants handicapés? Certaines, oui. Certaines réussissent à se faire financer des formations et donc peuvent après derrière prétendre à une rémunération plus importante si elles accueillent des enfants handicapés. Mais c'est extrêmement rare. Beaucoup de familles d'accueil d'ailleurs le disent, elles se retrouvent démunies quand l'enfant arrive chez elles parce que d'une part l'aide sociale à l'enfance ne les soutient pas forcément quand elles ont besoin de conseils, d'écoute, d'étayage. Peu de personnes répondent présentes. Et puis d'autre part parce qu'il y a une méconnaissance du handicap. Il y a plein de handicaps différents, mais pour les enfants autistes, la prise en charge va être particulière. Pour d'autres avec des troubles du comportement, c'est pareil. Pour ceux qui vont souffrir de syndrome post-traumatique également. Et ça, évidemment, quand on n'a pas été formé pour appréhender ces problématiques-là et pouvoir y répondre, c'est extrêmement complexe. Donc beaucoup, oui, sont démunis et n'arrivent pas à faire face. Et c'est d'ailleurs pour ça que les familles d'accueil on a de plus en plus de difficultés à recruter des familles d'accueil. On a de plus en plus de difficultés à maintenir en emploi les familles d'accueil que l'on a actuellement. Et beaucoup partent. Voilà, beaucoup lâchent l'affaire, beaucoup partent, beaucoup démissionnent. Et c'est très inquiétant pour l'avenir puisqu'on risque de perdre. Vous avez signalé que dans 10 ans, il y aurait tout à fait. Plus de familles d'accueil. Oui, tout à fait. Là, les familles d'accueil, la pyramide des âges est extrêmement défavorable puisque beaucoup d'entre elles sont déjà âgées et que dans les 5 à 10 prochaines années, la majorité va partir à la retraite. Donc, si on n'arrive pas à renouveler cette profession, notre système de protection de l'enfance risque de perdre au moins la moitié de ses capacités d'accueil puisque la moitié des enfants placés sont placés en famille d'accueil. Donc, quand on n'aura plus les familles d'accueil, je ne sais pas comment on va faire. Et on voit les conséquences de ça. Les conséquences de ça, elles sont directes. C'est des placements d'enfants à l'hôtel. Oui. On se retrouve avec de plus en plus d'enfants placés et livrés à eux-mêmes dans des hôtels, des enfants mineurs. Moi, la dernière que j'ai eu à voir à l'hôtel dans le cadre de mes fonctions, parce que je suis éducateur spécialisé aujourd'hui, c'était une enfant autiste de 8 ans qui était livrée à elle-même dans un hôtel de Seine-Saint-Denis. Ouais. Voilà. Et ça, c'est assez dramatique. Il y a eu une étude et un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur les prises en charge hôtelières qui a été rendu public en début d'année et qui nous indique, d'ailleurs c'est assez catastrophique puisqu'ils ils ont beaucoup de mal à quantifier le phénomène, mais ils estiment qu'entre 7500 et 10 000 enfants en France sont placés et livrés à eux-mêmes seuls dans des hôtels, justement parce qu'on manque de place dans notre système de protection de l'enfance. Et ça n'inquiète personne. Il y a eu des suicides. Moi, il y a eu le petit Nour à Paris qui s'est jeté dans la Seine. Les hôtels insalubres qui sont payés, la chambre est payée. Oui. La chambre, ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Les prix de journée sont cassés, c'est entre 30 et 50 euros. Le prix de journée dans un établissement spécialisé, donc dans un foyer, c'est minimum 150 euros. Donc évidemment, ça coûte moins cher au département de placer les enfants à l'hôtel que de les placer dans des institutions. Donc ils ont choisi pour la plupart cette solution de facilité. Mais c'est quand même complètement aberrant de les laisser livrer à eux. C'est criminel. C'est criminel. La prostitution des préadolescents. Tout à fait. Il y a un phénomène qui s'intensifie. Ils sortent quand ils veulent. Ouais. Il y a un phénomène qui s'intensifie, c'est la prostitution des jeunes filles de l'aide sociale à l'enfance livrées elles-mêmes dans les hôtels. En début d'année, l'année dernière, on a eu l'assassinat de Jess dans un hôtel des Hauts-de-Seine par un autre enfant placé qui était porteur de handicap psychique, et cela parce qu'il n'y avait pas du tout de professionnels présents sur place pour encadrer ces enfants. On a eu le suicide du petit Nour à Paris qui s'est jeté dans la Seine parce qu'il était triste, déprimé d'être seul et livré à lui-même. Enfin, les conséquences sont réellement dramatiques et qu'on laisse
perdurer cela est vraiment intolérable. Tout à fait anormal. Quand on voit dans les Hauts-de-Seine, le meurtre de Jess s'est déroulé dans les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est le département le plus riche de France qui chaque année produit de l'excédent budgétaire. Chaque année, l'année dernière, c'était 550 millions d'euros d'excédent budgétaire. C'est-à-dire c'est de l'argent qui n'avait pas été utilisé. Et pour autant, c'est un département qui a 650 enfants placés dans des hôtels. Donc c'est absolument pour moi inadmissible que des départements n'investissent pas financièrement dans la construction d'établissements ou dans le financement de places. Mais les familles d'accueil ont quand même le problème, hein, quand deux enfants sont en opposition chez eux, ils ont du mal à régler les conflits aussi. Hein. Oui, dans les foyers c'est pareil, on a des enfants victimes de violences sexuelles commises par d'autres enfants qui sont contraints de cohabiter avec les enfants auteurs de ces violences parce que nous n'avons pas de place en pédopsychiatrie, parce que nous n'avons pas de place dans les établissements récemment, de la il y a une protection famille de qui a l'enfance. porté plainte carrément. Parce que sa fille a été assassinée par un enfant placé. Ouais. Et oui, bien sûr, c'est des drames qui arrivent et c'est des drames qui sont rendus de plus en plus visibles. Et heureusement, parce que peut-être que ça va contribuer à faire évoluer le système. Mais actuellement, on est encore loin du compte et le travail qui reste à faire est assez massif. Alors là, on parle beaucoup de dysfonctionnement et d'ailleurs, on s'est dit quand on préparait ce débat, on s'est dit mais on ne voit que des dysfonctionnements. Oui. Alors je sais pas. Mais on les voit maintenant. On les voit maintenant Oui, parce qu'il y a peu de temps. Est-ce que vous avez des côtés positifs? Est-ce qu'il existe des côtés positifs? Non, moi je suis plutôt, je suis pas très optimiste pour la suite. À savoir, là on parle beaucoup en effet de ce qui est négatif, de ce qui ne fonctionne pas et des dysfonctionnements de notre système de protection de l'enfance. Mais il a fallu attendre 2014 pour que la parole se libère, pour que des anciens enfants placés témoignent de ce qu'ils ont vécu. C'est très nouveau qu'on parle de cela. C'était un sujet tabou, c'était quasi de l'omerta qui régnait dans ces institutions et qui continue d'y régner, hein, parce que c'est pas fini, loin de là. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais vraiment qu'on parle de ce qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra améliorer les choses. Il y a des choses qui vont bien, évidemment. Il y a des dispositifs innovants qui se créent, mais qui sont trop rares. Je pense à l'accueil des fratries qu'on sépare encore aujourd'hui beaucoup trop. Alors que normalement, les enfants de Magali Blandin qui a été assassinée il y a quelque temps par son conjoint, elle avait 4 enfants, Magali Blandin, qui ont tous été placés séparément dans des familles d'accueil différentes. Bon, ça c'est un scandale absolu. Des enfants démolis. Absolument. Et donc il y a des associations qui ont créé des villages d'enfants pour accueillir ces fratries où on a, et ça je trouve que c'est des dispositifs qui fonctionnent très bien et qu'il faudrait dupliquer dans tous les départements, qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une professionnelle présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant une semaine non-stop avec les enfants, ce qui leur permet d'avoir une stabilité affective aussi avec les personnes qui les encadrent. Un lien. Ça crée un lien tout à fait, ça crée un lien de confiance, ça crée un lien aussi d'affection, ce qui est fondamental pour pouvoir se développer. Ça, c'est tout nouveau, de vouloir créer ce lien. Oui, parce que pendant longtemps, la doctrine à l'aide sociale à l'enfance, ça a été de dire aux professionnels de ne pas s'attacher aux enfants. Et dès qu'ils s'attachaient aux enfants, les enfants étaient retirés. Tout à fait, absolument. Et ça continue encore. Moi, je reçois beaucoup de témoignages de familles d'accueil qui se voient retirer des enfants placés chez elles depuis tout petit arbitrairement parce qu'on leur reproche de trop s'attacher à eux, parce qu'on leur reproche de trop s'investir, d'être trop fusionnel. C'est un terme que j'entends souvent. Mais comment voulez-vous éduquer un enfant qui vit avec vous sous votre toit sans lui apporter d'amour? C'est impossible. L'enfant se construit avec de l'amour. Donc... Oui, absolument. Et quelle est la logique? Moi, c'est une chose que je ne comprends pas. Un enfant est bien dans sa famille d'accueil, donc il évolue. Ce qui est assez logique, normalement. Il va vers un avenir. Quelle est la logique? Quelle est la logique malsaine qui peut être de retirer cet enfant-là? Parce qu'on considère que les liens du sang sont sacrés et que rien ne peut surpasser les liens du sang. Une famille, ce qu'on dit aux familles d'accueil, le discours qu'on tient aux familles d'accueil, c'est « vous n'êtes pas leurs parents ». Voilà, vous n'êtes pas leurs parents. Sauf que, si, de fait, ils sont dans une forme de suppléance parentale puisqu'ils doivent suppléer à des parents biologiques qui ne sont pas présents et qui sont défaillants. Donc, ce sont des parents. Peut-être pas des parents biologiques, mais ce sont des parents de suppléance. Et donc, au nom des liens du sang, au nom de la place des parents biologiques dans notre système de protection de l'enfance, on interdit aux personnes qui éduquent ces enfants-là, qu'ils les protègent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous leur toit, de s'attacher et de les aimer. Voilà, tout simplement au nom des liens du sang. Alors que bien souvent, les enfants, des fois, ne sont pas repris par les parents. Et donc, continuent et vadrouillent de famille en famille. Tout à fait, parfois pendant 18 ans, comme ça a été mon cas, et c'est le cas de beaucoup d'enfants placés. Et d'ailleurs, plus les placements sont longs et plus derrière l'insertion et la transition à l'âge adulte est complexe, puisque quand on est placé, on ne se construit pas de la même façon. Les codes sociaux qu'on acquiert dans nos placements sont différents de ceux que l'on acquiert dans un environnement familial. Enfin bon, Et surtout, c'est un grand changement d'environnement. Dans chaque famille a un mode de vie différent. Complètement. Et inversement, on voit aussi qu'il y a des placements abusifs. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas retirés à leur famille alors qu'ils subissent des violences.
Et on voit des enfants qui sont retirés de leur famille sans raison. Alors, en tout cas, sans de véritable raison. Donc, des placements abusifs, et une fois que le problème, oui, c'est qu'une ça fois que l'enfant est existe. placé, pour revenir en arrière, c'est extrêmement dur. Ça existe tout à fait. Moi, c'est pour ça que je disais, j'invite vraiment les parents. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec la question des placements abusifs parce que je me prononce jamais dans des situations individuelles. Beaucoup de parents me contactent sur les réseaux sociaux en me disant mon enfant a été placé abusivement, aidez-moi à le récupérer, etc. Moi, c'est pas d'une part mon rôle, et puis d'autre part, si je n'ai pas connaissance du dossier, je ne peux pas savoir si ce parent me dit la vérité. Je ne crois pas les gens aveuglement. Donc moi, j'invite vraiment les parents à faire appel des décisions de justice. Ils ont des droits en tant que parents, ils peuvent faire appel des décisions de justice, ils peuvent prendre un avocat pour se faire accompagner. Il y a plusieurs degrés de juridiction qui peuvent saisir, et je trouve que c'est rarement fait. Que quand un enfant est placé, pour le retirer du placement, c'est très compliqué. Pour le retirer de l'ASE, moi je pense qu'il y a un manque de pédagogie dans l'explication des décisions de placement, parce qu'on s'imagine que seuls les enfants maltraités, battus, violés sont placés, mais il n'y a pas que la maltraitance physique qui conduit à un placement d'enfant. Il y a les négligences, l'incapacité de pouvoir donner un cadre sécurisant, l'impossibilité de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant, l'impossibilité aussi, la maladie, tout à fait, en fait partie. Il y a beaucoup d'enfants placés qui ont des parents malades, et notamment malades mentaux, et qui sont donc incapables d'apporter des bases d'éducation solides à leurs enfants, et pour lesquels il y a un placement. Il y a des placements volontaires d'ailleurs. Et il y a aussi des placements volontaires qui sont extrêmement rares, parce que les placements administratifs en protection de l'enfance, c'est 20%, c'est 80% de placements judiciaires, donc qui ne sont pas faits avec le consentement des parents, et 20% qui sont faits avec le consentement des parents. Et ça dit bien quelque chose de notre société, je pense, c'est que on n'a pas suffisamment accès à la prévention, et qu'il y a une défiance légitime vis-à-vis des services sociaux. Si très peu de parents font appel aux services d'aide sociale enfance, alors que beaucoup se retrouvent en difficulté, c'est bien parce qu'il y a une crainte, parce qu'il y a un manque de confiance. Et moi, je pense qu'il y a une nécessité de renouer aussi la confiance envers cette institution en la réformant profondément. Il n'y a qu'en la rendant bien traitante que nous arriverons aussi à redonner confiance aux parents et faire en sorte que ce soit eux qui soient à l'initiative de la demande d'aide, ce qui facilite aussi grandement les choses après dans le processus de comment expliquer qu'il y a très peu de contrôle? Ah, mais ça, c'est quand un scandale. Quand les enfants sont placés, il y a très peu, et j'insiste sur très peu de contrôle au niveau des familles. Mais il y en a quasiment pas. Et quand il y en a, ça dure 10 minutes, 15 minutes, et même moins. Tout à fait. Mais moi, je dirais qu'il n'y a même pas de contrôle. Il y a deux chiffres sur ce sujet qui sont assez intéressants pour démontrer l'ampleur du problème. Mais on a eu une première étude, un premier rapport de la Cour des comptes seulement sur l'aspect budgétaire, donc des finances publiques en matière d'aide sociale à l'enfance, qui nous indiquait que les contrôles en matière de finances publiques pour l'aide sociale à l'enfance n'étaient effectués en moyenne qu'une fois tous les 26 ans. Voilà. Donc déjà, on a un vrai problème. C'est la seule politique publique pour laquelle nous ne contrôlons pas le bon usage de l'argent public qui est donné. Et puis le deuxième chiffre, moi, qui me scandalise, c'est que l'inspection générale des affaires sociales, qui est rattachée au service de l'État, qui a comme mission d'aller contrôler les départements dans la mise en œuvre de leur politique publique de protection de l'enfance, n'ont effectué que 34, mais il y a eu les Hauts-de-Seine l'année dernière, seulement 35 missions d'inspection en 20 ans. C'est-à-dire comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, c'est dû à quoi ça? Non, il n'y a pas une volonté d'aller contrôler. Je pense que la question du contrôle dérange tout le monde et que aujourd'hui, vu l'ampleur de la maltraitance institutionnelle qui existe, si on se met à contrôler, je pense qu'on se mettrait aussi à fermer beaucoup de lieux. Moi, ça me fait penser d'ailleurs à un des présidents de département de la Corse qui avait répondu à une interview d'un journaliste de France 3 qui lui demandait. Je l'ai entendu. Voilà, donc qui lui demandait au sujet d'une famille d'accueil qui avait été condamnée par la justice pour des faits de maltraitance sur un enfant placé, pourquoi il ne lui avait pas retiré son agrément. Et ce président de département avait répondu au journaliste une phrase qui m'avait profondément choqué. Il lui avait dit écoutez, si je commence à retirer les agréments de mes familles d'accueil, il va plus m'en rester. Voilà. Donc on est aussi dans des logiques de place. Et comme la peur de réformer tout simplement du début à la fin. Et surtout un aveu qu'il y a de la maltraitance dans beaucoup de familles. Oui. D'ailleurs, il y a une étude de la Haute Autorité de Santé qui a été rendue publique en 2019 qui nous indique que 6 établissements sur 10 ont fait remonter des situations de maltraitance commises soit par des adultes, soit entre enfants. Donc voilà. Donc c'est pas anodin, c'est massif. Et les témoignages qui sont mis sur la place publique ces derniers temps le prouvent. Excusez-moi, moi j'avais envie de revenir quand même sur quelque chose qui m'interpelle. Moi, c'est l'éducation nationale dans cette histoire. Alors, un enfant qui est placé, il va à l'école, donc il devient un enfant comme les autres. Ouais, mais comme il est placé, on a moins de vigilance parce qu'on se dit, comme il est à l'ASE, je pense qu'il y a vraiment un biais dans la manière de regarder ces enfants-là. Et on se dit que comme ils sont placés, c'est qu'ils sont protégés.
et je pense que de bonne foi, on se le dit, sauf que Donc, ils derrière sont la suivis. réalité est pas celle-ci. Et c'est vrai qu'il y a un manque de formation des professionnels sur le repérage des situations de maltraitance pour les enfants en général et pour les enfants placés en particulier, qui conduit justement à ces situations où on passe entre les mailles des filets de toutes les institutions qui sont à nos contacts, que ce soit l'école, les médecins, parce qu'on voit aussi des médecins quand on est Bien placé. Voilà. Et c'est vrai que ce biais-là empêche le repérage et la dénonciation. Et puis il y a un autre problème de fond, c'est que, admettons, un enfant placé victime de maltraitance désire appeler le 119, appelle le 119, et bien le 119 va renvoyer le signalement vers la cellule de recueil d'informations préoccupantes, qui est directement gérée par le département. Et le département, encore une fois, dans ces situations, se retrouve à être jugé partie, ce qui pose également un problème parce qu'il n'y a pas une indépendance dans la manière d'évaluer ces situations-là et de pouvoir y répondre. Alors, l'éducation est obligatoire en France. Hein, on doit aller à l'école. Revenons à ces enfants qui sont dans ces fameux hôtels. Oui. Comment peut-on savoir si ces enfants vont ou pas à l'école? Alors beaucoup n'y vont pas, parce que beaucoup n'ont jamais eu de soutien dans leur démarche d'inscription, ça c'est un fait. Comme il n'y a pas de professionnels à leur côté, qu'il n'y a pas de travailleurs sociaux, et pour s'inscrire à l'école, c'est souvent des mineurs non accompagnés en plus qui ne maîtrisent pas forcément la langue, ni les codes administratifs, etc. Donc ils vont pas pouvoir spontanément aller s'inscrire. Et oui, c'est un vrai problème. De toute façon, un enfant mineur, vous citiez tout à l'heure cette petite fille de 8 ans, c'est illégal. C'est illégal parce que les hôtels ne sont pas illégal. des structures habilitées. Bien Donc, sûr. de fait, c'est illégal. Mais on attend une décision de justice dans les Hauts-de-Seine à ce sujet qui, j'espère, fera jurisprudence. Mais la question n'est pas tant sur l'interdiction des prises en charge hôtelières, puisque maintenant c'est un état de fait. Il y a 10 000 enfants dans les hôtels. Moi, la question qui m'intéresse, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire des 10 000 enfants actuellement dans les hôtels si on interdit la prise en charge hôtelière? Est-ce que on va forcer les départements à créer des places et à embaucher des professionnels en nombre suffisant? L'État n'en a pas le pouvoir puisque ce n'est pas son rôle à cause du principe constitutionnel de libre administration des territoires. Est-ce que les départements, à la veille des élections départementales et au lendemain des élections départementales, vont franchir le pas? L'expérience nous a montré que ce n'était pas le cas. En tout cas, il y a de l'argent. Alors qu'il y a de l'argent. Tout est contradictoire. Oui. C'est ça. Parce qu'il y a de l'argent, on ne fait rien. C'est ça. Puis la solution est différente selon. Il y a des départements qui ont de l'argent. Et d'autres qui n'en ont moins. Et c'est pour ça que qu'il y nous, a on plus demande à d'argent, ce qu'il y ait un fonds de effectivement, péréquation qui permette aux Voilà. départements les plus riches, de financer aussi les politiques de protection de l'enfance dans les départements les plus pauvres. Comment se fait-il que les Hauts-de-Seine, je vous ai dit, qui fait tous les ans 550 millions d'excédents budgétaires, ne contribuent pas justement pour la Seine-Saint-Denis qui elle, est en galère d'argent comme pas Ouais, possible c'était, et a du mal à embaucher. Ça paraît complètement aberrant. Et c'est pour ça qu'il y a et que le vrai sujet de fond, finalement, c'est le pilotage de cette politique publique. Et il doit, pour moi, en tout cas, ça doit être remonté au niveau de l'État dans le cadre d'une compétence régalienne. En fait, il faudrait donner un bon coup dans cette fourmilière. Oui. Et puis, il faudrait que les citoyens s'y impliquent davantage. Ouais. Il faudrait voter aux élections départementales, parce que je rappelle quand même que la protection de l'enfance dans les programmes électoraux, si ça représente 3 lignes, on a quand même de la chance. Il y a 6 ans, on n'en parlait pas du tout, alors que c'est quand même le deuxième plus gros budget après le RSA en matière d'action sociale. C'est 9 milliards d'euros chaque année, la protection de l'enfance. Donc voilà, que ce soit pas un objet de débat citoyen, ça pose de graves, en tout cas, pour moi, ça pose de graves questions démocratiques. Surtout que les enfants sont pris en otage, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, les enfants n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Les enfants ne votent pas, donc les enfants ne peuvent pas choisir leur destin. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de nous mobiliser dans le cadre de ces élections pour faire entendre leur voix et faire en sorte que les élus que nous allons placer à la tête de ces départements soient des élus qui aient à cœur de réellement protéger les enfants. Ouais. Est-ce que vous trouvez que ça bouge beaucoup ? Ça bouge de plus en plus. Alors après, est-ce qu'au niveau départemental, au niveau de la prise de conscience des élus sur ces sujets-là, ça évolue pas tant que ça? Parce que les problèmes prise de conscience des citoyens. Oui, de plus en plus. Je pense que les nombreux documentaires, les reportages, les témoignages ont contribué à donner de la visibilité à ce problème-là qui jusqu'à présent n'était pas considéré. Après, ça, on est encore loin du compte. On est encore très loin du compte. Il va falloir continuer et... Oui, et je voulais vous dire quelque chose. Oui, on est en train de parler des reportages, etc. Moi, je suis gênée, je ne vous cache pas, par ces reportages-là. Parce que j'ai souvent l'impression qu'on nous fait du voyeurisme, on nous montre des choses horribles, et qu'après, on vous laisse avec le bateau vide. C'est-à-dire que vous n'avez pas de très bons spécialistes, des gens formés pour vous expliquer ce qui s'est passé.
C'est pas tout à fait vrai parce que le dernier reportage en date, on avait 2 spécialistes. Déjà moi, parce que en tant qu'ancien enfant placé, j'estime être suffisamment compétent pour pouvoir en parler. Et puis on avait également Anaïs Vrin qui était juge des enfants, donc pour pouvoir aussi apporter une autre expertise. Pour moi, l'importance de montrer des images, c'est que quand on le raconte, en fait, ça paraît tellement banal. Je veux dire, l'histoire de Cosette, tout le monde la connaît. Ça paraît et aussi pour autant, invraisemblable. oui, Alors que quand voilà, on le mais voit, on là, se rend là, compte de, des de le faits. voir, de mettre des images, vous montre aussi la gravité de ce que l'on est très nombreux à subir depuis des décennies et pour lesquels on a du mal à mettre fin. Donc, pour moi, la force des images est très importante. Après, je ne dis pas que d'autres qu'il faut faire que des documentaires avec du trash et des caméras cachées dans les foyers, dans les familles d'accueil. Non, et il y en a eu d'autres d'ailleurs qui montraient des réalités différentes dans les villages d'enfants récemment avec le documentaire Incassable. Enfin, voilà, mais pour moi, les documentaires ont vraiment cette importance-là parce qu'ils permettent de démocratiser le sujet, de montrer aux citoyens, aux citoyennes l'impact concret de cette désorganisation des services et de ce manque de volonté politique. Et ça, ça peut faire évoluer les choses. D'ailleurs, on l'a vu, le premier pièce à conviction qui avait été diffusé sur France 3 a conduit à la nomination d'un secrétaire d'État, bon, que je regrette depuis puisqu'il n'est pas très efficace, mais voilà, on peut aussi obtenir des choses grâce à la médiatisation de ces situations et c'est pas à minimiser. C'était pas une critique. Hein, Non, je me doute. C'est que ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce qui me gêne souvent, c'est la durée du reportage pour le peu de temps de parole qu'il y a après. Moi, je reste sur ma faim. D'accord. Vous voyez, les débats passent très très vite en général. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que moi, je suis là en train de me dire, mais moi, je veux entendre quelqu'un qui a subi tout ça, faire ce que vous faites ce soir, nous expliquer. Parce que moi, je vais revenir à votre parcours quand même. Vous êtes parti, vous, finalement, bébé placé. Ouais. Hein, vous avez fait des foyers. Vous nous avez dit aussi des familles d'accueil. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un que moi j'admire en face de moi, quelqu'un qui sait s'exprimer, qui travaille pour aider les autres enfants. Comment avez-vous fait pour vous en sortir ? Moi, j'ai eu beaucoup de chance déjà dans les premières années de ma vie, puisque j'ai eu la chance d'atterrir dans une famille d'accueil, la première qui a été extrêmement aimante et qui m'a apporté, je crois, des bases très solides. Après, de 4 ans à 16 ans, ça a été beaucoup plus compliqué, mais j'ai aussi eu la chance d'atterrir dans une dernière famille d'accueil avant ma majorité, dans laquelle j'ai pu me reconstruire parce elle m'a apporté beaucoup d'affection, qu'elle a cru en moi aussi, et qu'elle a aussi compris mon parcours. Elle ne l'a pas jugé, et au contraire, elle a été plutôt dans mon sens puisqu'elle faisait ce métier depuis très longtemps, donc elle a accueilli beaucoup d'enfants placés qui avaient le même parcours que moi, ce qui m'a aussi permis, quand elle me racontait ses histoires, de déculpabiliser et de me rendre compte à quel point, en fait, déjà, j'étais pas seul, qu'on était très nombreux. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance finalement dans mon parcours, contrairement à d'autres qui n'ont pas eu la possibilité d'être aimés comme moi j'ai été aimé dans mon enfance. Et ça, c'est aussi ce qui contribue en tout cas, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, dans votre parcours, vous avez eu 2 familles aimantes. Ouais. Et combien d'autres familles ? 2, 3. Donc, au total, j'ai fait 5 familles d'accueil. J'ai fait 4 foyers. 4 foyers. 5 familles d'accueil, 5 4 familles foyers. d'accueil, 2 familles aimantes. Ouais. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, ouais. Et un scandale, parce que vous me disiez tout à l'heure en antenne, c'est que la première famille aurait bien voulu vous emmener avec elle. Ouais. Elle est partie, cette famille de la région, elle se trouve. Oui, c'est ça. J'ai été placé chez elle à 18 mois et quand j'avais l'âge de 4 ans, elle a décidé pour des raisons personnelles, professionnelles aussi, de partir à Toulouse, dans le sud, et elle avait fait la demande au service d'aide sociale enfance de maintenir mon placement, mais dans le sud. Et l'ASE lui a expliqué que comme ma mère biologique habitait en région parisienne, il fallait que je reste proche de son domicile dans l'hypothèse où il y aurait des visites médiatisées, donc des visites encadrées par des professionnels, entre ma mère et moi, et donc du coup j'ai pas pu partir avec elle. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense que les liens du sang ont primé sur mon intérêt à cette époque, et c'est vrai que si ça ne s'était pas passé comme ça, j'aurais pu être adopté et je n'aurais pas été placé pendant 18 ans. Oui, en fait, vous aviez peut-être la chance de votre vie à ce moment-là, et parce que vous avez une mère qui normalement n'aurait même pas dû avoir de droit sur vous. Elle était sous tutelle en plus, donc oui. Quoi, en fait. Oui. Sacrifié, en fait. Moi, c'est ce que je dis souvent. Je pense que j'ai été le médicament de ma mère, et c'est vraiment de cette façon-là dont j'ai vécu les choses, parce que même adolescent, quand j'avais des visites médiatisées avec elle, donc c'était une fois par mois. Moi, je voulais pas du tout y aller, mais j'ai été contraint. C'est-à-dire qu'on m'expliquait qu'elle avait des droits, que le juge lui avait autorisé, que en gros, j'avais pas vraiment mon mot à dire. Ah, malgré votre refus ? Ah oui, tout à fait, bien sûr.
J'avais un taxi qui venait me chercher dans ma famille d'accueil, qui m'emmenait là-bas, qui me ramenait après. Enfin, c'était assez insupportable parce qu'en plus, elle faisait des crises quand je la voyais. Donc, moi, ça me mettait très mal à l'aise. Et, Elle vous faisait peur? Ah, j'avais très peur, ouais. Moi, quand j'étais petit, j'avais très, très peur de ma mère, ouais. Ouais, ouais. Et c'est ce qui arrive aussi, cette espèce d'éloignement là, parce que l'ASE, elle peut placer l'enfant en foyer, en famille d'accueil, mais ils peuvent aussi choisir un membre de la famille. C'est très rare d'ailleurs. C'est une solution voilà. qui est peu. Et moi, j'ai des cas où les grands-parents sont prêts, mais comme ils n'habitent pas à côté de la mère biologique, et que la mère biologique s'oppose, alors que l'enfant veut aller chez sa grand-mère, on la met en foyer à Paris, je ne sais plus si dans le 18 ou le 19e, où il y a un foyer, plutôt que d'aller chez sa grand-mère qui habite à effectivement 400 ou 500 km, chez laquelle elle a vécu pendant 2 ans et qui se retrouve comme ça. Ouais, ça fait c'est une aberration. Plus de 2 ans qu'elle est en foyer, cette petite fille, alors que... Non, mais c'est une aberration, mais tout comme... Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les placements qui ne seraient pas justifiés. Moi, je pense qu'on manque vraiment de dispositifs de prévention. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait pas créé des familles d'accueil de familles. Parce que pour des personnes qui ne sont pas en capacité d'éduquer leurs enfants dans un instant T, rien ne dit qu'ils ne le seront pas plus tard si on leur fournit un étayage suffisant. Et donc, pourquoi ne pas prévoir des dispositifs un peu plus inclusifs aussi des parents, quand c'est possible, évidemment, pour permettre de travailler ces questions-là. Et ça, on voit bien que ça coûte de l'argent. Donc forcément, comme ça coûte de l'argent, on n'a pas envie d'investir. Et comme on n'a pas envie d'investir, on ne le fait pas. Et puis même sans ça, les enfants placés, des fois, peuvent être mis chez une tante ou chez un oncle. Et bien souvent, quand ils sont placés, on n'arrive pas à les récupérer pour les introduire dans leur propre famille. C'est vrai que les délais, de toute façon, judiciaires en matière civile et particulièrement en matière de protection de l'enfance sont extrêmement longs. Je prends un exemple. Dans le nord de la France, entre le moment où le juge des enfants ordonne un placement et le moment où le placement est réellement effectif, c'est-à-dire le moment où l'enfant est extrait de sa famille pour aller dans une famille d'accueil ou dans un foyer, il peut s'écouler 18 mois. 1 an et demi dans lequel cet enfant reste au domicile familial dans l'attente d'être placé. Donc c'est extrêmement long et c'est extrêmement grave. Parce extrêmement perturbant. Voilà. Et donc les délais judiciaires impactent aussi la réévaluation finalement de la nécessité du placement ou pas. Quand on a des parents qui, pour des problèmes de précarité par exemple, on a beaucoup d'enfants placés qui sont placés parce que les parents sont pauvres, ont des problèmes de logement, des problèmes d'argent et que donc ces problèmes-là génèrent sans qu'il y ait obligatoirement maltraitance. Oui, bien sûr. Mais par contre, il peut y avoir une négligence quand on peut pas fournir à manger à son enfant, quand le logement est insalubre, etc. La négligence subie par l'enfant est réelle. Voilà, elle est là, elle est de fait. Mais du coup, c'est vrai que pour des situations qui vont après s'améliorer avec le temps, parce que la situation socio-économique va s'améliorer, eh bien le temps que la justice organise une nouvelle audience, il peut s'écouler 2 ans, et c'est 2 ans dans lesquels l'enfant restera en effet placé. Et par ailleurs, j'attire votre attention sur, pour moi, quelque chose qui est encore plus gravissime, c'est que les audiences devant le juge des enfants, dans un certain nombre de juridictions, se tiennent sans greffier. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a quand même une insécurité juridique dans la manière dont on décide de placer un enfant, puisque s'il n'y a pas de greffier à l'audience, la décision d'audience ne peut pas être confirmée entre guillemets. Enfin, comment on appelle ça? Il y a un terme, mais j'ai oublié. Mais l'absence de greffier rend caduque la décision. C'est un motif de nullité. Voilà, c'est un motif de nullité. Donc on plonge par le manque de moyens alloués à la justice, on plonge des enfants et des parents dans une insécurité juridique qui peut avoir des conséquences dramatiques. Moi, je pense par exemple à un père qui aurait violé sa gamine et pour lequel, on sait qu'ils sont rarement condamnés, mais pour lequel l'enfant est placé. Si à l'audience, au moment de l'audience, il n'y avait pas de greffier, rien n'empêche le papa d'aller récupérer sa fille au foyer. Et ça arrive. Donc voilà, et ça c'est pareil, c'est des situations qui devraient tous nous alerter et qui devraient nous exiger à réclamer plus de moyens pour la justice, plus de greffiers, plus de juges des enfants, notamment pour réduire les délais et éviter qu'on ait des placements qui durent dans le temps alors que la situation des parents s'est améliorée et que le placement n'est plus justifié. C'est le cri qui est poussé sur les réseaux sociaux. Ouais, après moi, les parents qui crient sur les réseaux sociaux, j'aimerais vraiment qu'ils fassent appel des décisions de justice, parce que quand on ne fait pas appel d'une décision de justice, c'est difficile de se plaindre derrière d'un placement abusif. Il va vraiment falloir aussi rentrer dans les règles de droit. Il y a aussi beaucoup de parents qui sont désarmés face à la machine judiciaire. Oui, mais on prend un avocat quand c'est comme ça. Je veux dire, il y a un moment, nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je suis en contact avec des gens qui ne savent pas.
et qui demandent qui n'ont pas les moyens de prendre un avocat, donc ils vont sur l'aide juridictionnelle. Oui. Il y a du temps avant qu'il y ait un avocat qui soit désigné. C'est pas toujours. Je veux dire, c'est pas aussi simple. Non, que c'est ça. pas aussi simple que C'est ça, pas aussi mais le simple problème, que c'est ça. que c'est le fonctionnement de notre justice en France. Donc, Bien si on sûr. n'est pas satisfait d'une décision de Oui. justice, et je rappelle qu'une décision de placement est une décision de justice, eh bien, on fait appel. Appel avec un avocat. Dans Bien l'idéal, souvent, avec un avocat, ouais. Les parents manquent de moyens, comme le souligne. Il y a l'aide juridictionnelle. Après, c'est vrai que les délais sont longs, mais quand on demande l'aide juridictionnelle, ça suspend les délais de recours, enfin d'appel. Voilà. En Après, attendant, l'enfant reste en placé. attendant, l'enfant reste placé. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est L'enfant est d'ailleurs placé. la raison aussi pourquoi il n'y a pas de greffier, c'est que la justice est complètement, c'est financièrement complètement pauvre. C'est-à-dire qu'on a un système judiciaire, enfin une justice qui n'a pas les moyens. Donc pourquoi il n'y a pas de greffier? Pourquoi il y a des jugements qui sont rendus et qui sont. Mais pour moi, c'est vraiment ça le nœud du problème. Où on reçoit le papier, la copie ou le jugement authentique 6 mois, 8 mois après. Oui, bien sûr. Et comment ça se Il y en a fait qui ne sont pas équipés informatiquement Ouais. de juridiction. Comment ça se fait que la justice n'a pas les moyens Comment expliquer ça? Parce qu'ils Après, il y a ne des sont choix pas. politiques. Hein. Moi, Le je ministère de la crois Justice. qu'on préfère construire des prisons plutôt que de renforcer le cabinet des juges pour enfants. Donc, Le ministère de la Un Justice. manque d'intérêt. Mais oui, non, mais le ministère de Oui. la Justice est un ministère qui est très touché. Et notre garde des Sceaux a dit qu'il avait obtenu un peu plus d'argent, mais bon, Pour c'est ouvrir des prisons, insuffisant. hein. C'est insuffisant en Et plus. je crois que là, on est en temps. C'est vrai, tout ce que l'on dit, c'est vrai. Moi, je suis en train de me dire, je pense à l'enfant. Oui. Cet enfant, mais c'est pas un bout de bois, c'est pas. Vous vous rendez, enfin, vous le savez, moi, j'ai pas connu ça, mais je me doute de ce que doit ressentir un enfant qui est ballotté de famille en famille, de foyer. Une insécurité totale, une perte de confiance envers les Totalement. adultes. Comment peut-il Ouais. devenir adulte? Oui. Comment peut-il grandir? C'est très compliqué et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est surreprésenté dans les populations à la rue, on est surreprésenté dans la population carcérale, on est surreprésenté dans les hôpitaux psychiatriques, on est surreprésenté dans toutes les couches de la société qui vont mal. Donc c'est pas anodin, c'est bien parce que ça a merdé pendant l'enfance et notamment pendant le placement et que les instabilités générées par le système créent aussi ce genre de situation. Très vrai ça. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui vont devenir Les adultes de demain. Voilà. En France, c'est une personne sans domicile fixe sur 4 qui a eu un parcours à l'aide sociale enfance. Et pire, sur la population des jeunes sans domicile fixe âgés de 18 à 25 ans, c'est 40% qui sortent tout droit de l'aide sociale enfance. Oui, parce qu'à 18 ans aussi, À 18 ils doivent ans, quitter. Tout à fait. À 18 ans, les départements, donc l'aide sociale à l'enfance, n'a plus l'obligation légale de protection, puisque nous sommes majeurs, donc de subvenir à leurs plus besoins. enfants. Et donc, souvent, le jour de nos anniversaires, moi j'ai un tas d'amis à qui c'est arrivé, le jour de l'anniversaire de 18 ans, on leur a demandé de faire leur bagage et de partir. Et il faut savoir que les instabilités dans les parcours en protection de l'enfance génèrent des carences dans le réseau social. C'est très compliqué pour un enfant placé d'avoir un réseau social, d'avoir un entourage, d'avoir des amis. Moi, par exemple, maintenant j'ai 26 ans, donc évidemment j'ai des amis, mais à 18 ans, le plus vieil ami que j'ai dû avoir, c'était un ami que j'avais rencontré 2 ans avant parce que c'était mon voisin. Mais mes amis d'enfance, j'ai plus de lien. Donc voilà, on perd aussi ça. On n'a pas forcément le capital culturel, le capital social qu'il faudrait pour. C'est un manque de repères. Il y a en tout cas, oui, une absence totale de repères et de réseaux et puis de liens sociaux. Et à l'école, comment trouve un enfant placé? Comment il trouve sa place à l'école? Comment est-il considéré par ses autres? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a aussi une stigmatisation des enfants placés à l'école. Alors pas partout heureusement, mais en tout cas des retours d'expérience de personnes qui ont été placées, c'est plutôt assez massif aussi. C'est-à-dire que faut se dire que quand on a un enfant placé, la première des étapes, c'est-à-dire le jour de la rentrée scolaire, quand il faut remplir le cahier de liaison avec papa, maman et dire en fait d'une part j'en ai pas et moi je suis placé, donc déjà c'est pas évident. Moi je me souviens que quand j'étais en foyer, on était tous scolarisés dans le même collège. On avait les profs qui nous appelaient les enfants de la tournelle parce que c'était le nom du foyer. Et la première question que mon prof principal de français, donc le jour de la rentrée en 6e, donc mon premier jour au collège, m'a demandé, c'était devant toute la classe,
et toi, l'IS, qu'est-ce que tu as fait pour être en foyer? Et cette question est dramatique parce qu'on présuppose Totalement. que nous avons commis des actes de délinquance et que c'est ce qui a conduit à notre placement. Donc, il y a encore cette image-là des enfants placés dans la tête d'un certain nombre d'enseignants et ça pose évidemment des problèmes. Et puis derrière, il faut se dire que nous, on est quand même empêchés et tout est stigmatisant à l'école pour nous parce que pour demander une autorisation de sortie, quand c'est nos parents qui ont encore l'autorité parentale, ce qui est le cas pour un bon nombre d'enfants, mais qu'il faut attendre la visite médiatisée qui a lieu 3 mois plus tard, et ben on va pas aux sorties scolaires. Quand il y a des classes vertes, et ben on va pas aux classes vertes parce que papa, maman n'a pas signé à temps le document. Voilà, donc on est confronté à toutes ces situations-là qui font qu'on a une place à part dans la sphère scolaire. Et cette place à part a aussi des conséquences dans nos apprentissages, dans notre manière de nous inscrire aussi pleinement dans la société. Et ça, c'est pareil, ça rejoint le manque de formation. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la formation des enseignants et qu'il va falloir aussi à un moment donné pouvoir investir massivement dans celle-ci. Au moment de la fête des pères ou la fête des mères, obliger certains enfants à faire tout à fait, des cadeaux, même s'ils n'ont pas de parents. Ouais, tout à fait. Et est-ce que ça développe, à votre avis, l'IS de la violence? Bien sûr. Bien sûr, oui. Mais non, mais il y a une colère légitime aussi quand on est placé et qu'on voit que les adultes qui sont censés nous protéger sont défaillants. Ça provoque évidemment de la colère et ça provoque aussi un manque de confiance cruel envers les adultes et de l'insécurité beaucoup. Oui. Bien sûr, et puis l'instabilité dans les parcours qui est quand même très présente et qui touche beaucoup d'enfants placés génère aussi derrière des situations d'agressivité, de violence parce qu'il y a une incompréhension sur le sort qui nous est réservé, que peu de choses nous sont expliquées aussi. Peu d'adultes prennent le temps d'expliquer à l'enfant pourquoi ça s'est passé de cette façon-là et pas d'une autre. Donc tout ça mis ensemble. Oui, il y a des enfants qui connaissent même pas leur parcours. Tout à fait. Et quand on a des enfants qui demandent notamment à consulter leur dossier judiciaire, qui se le voient refuser alors que c'est un droit fondamental, eh bien ça ne rassure pas non plus puisque c'est des étapes importantes aussi dans la compréhension de son histoire qui souvent nous sont refusées. En fait, je vous en prie. En fait, le problème, c'est que l'enfance n'est vraiment pas considérée, et je dis le mot à juste titre, comme un objet politique, de politique publique. Et comme un sujet de droit. Voilà. Mais il n'est même pas considéré comme un objet de politique publique. Et je dis objet parce que on ne parle même pas de sujet. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une politique publique sur l'enfance, et ça n'existe pas. On le voit aujourd'hui. Par rapport à l'ASE, mais on le voit aussi pour d'autres sujets, que ce soit les abus sexuels ou autres. Le problème est quand même, c'est un enjeu qui est tellement important, comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'avenir de tous les pays qui sont... Parce que malheureusement, la France n'est pas le seul pays. Dans le même cas. Tout à fait. D'ailleurs, je voulais parler de la Suisse. La Suisse, qui, elle, avait fait un mea culpa et indemnisé. La Suisse a fait quelque chose d'extraordinaire. On bosse beaucoup, nous, en France, avec la Suisse et puis d'autres pays, mais on s'inspire beaucoup de la Suisse parce qu'en effet, les violences institutionnelles en Suisse ont été dévastatrices pour des milliers de personnes. On avait des enfants placés, enfin tous les enfants placés suisses étaient stérilisés d'office, jusque dans les années 80. Donc c'était de la barbarie. Ils étaient placés dans des colonies agricoles, donc c'était de la main d'œuvre gratuite pour travailler dans les fermes. Mais en France, c'était exactement la même chose. En France aussi, c'est ce que j'allais dire. La seule différence, c'est qu'on stérilisait pas les enfants placés, mais on les faisait travailler dans les champs, on les faisait travailler à faire des piscines ou autre. Dans le Morvan, il y avait des villages entiers composés uniquement d'enfants placés. C'est-à-dire que c'était que des nourrices et il n'y avait que des enfants placés pour faire la main-d'œuvre dans les champs. Donc notre histoire n'est pas non plus très jolie, sauf que les enfants placés suisses, en 2013, se sont réunis, se sont fédérés. Après, le droit suisse est différent du nôtre. Donc, eux, ils ont fait signer une pétition à 1 million de personnes, non, 100 000 personnes. Et en Suisse, quand les pétitions atteignent un certain nombre de signataires, le sujet est débattu à l'Assemblée nationale. Ils ont eu gain au Parlement suisse. Et le Parlement suisse, donc moi, je me souviens de ce discours de la première, ça a été chancelière, donc ministre de la Justice. Moi, à chaque fois que je l'écoute, ça me met la chair de poule. Mais Simonetta, j'ai oublié son nom, mais je le retrouverai, qui avait présenté des excuses officielles publiquement, donc au nom du peuple suisse aux enfants placés, a fait voter un plan d'indemnisation à plusieurs millions de francs suisses pour indemniser les victimes, parce que la réparation dans des processus d'excuses
est aussi importante. Le Danemark a suivi en 2018, donc le Danemark a aussi franchi le pas de la Suisse, a présenté des excuses officielles aux enfants placés et là, c'est pas encore fait pour l'indemnisation, mais c'est en cours de négociation. Le Canada va présenter des excuses, à mon avis, très prochainement, puisqu'il y a eu, ils ont mis en place une commission indépendante, la commission Laurent, pour essayer de quantifier le phénomène des violences institutionnelles au Canada dans les établissements de la protection de l'enfance. Et c'est pas joli. Les premiers retours qui ont été faits par cette commission sont même dévastateurs. Donc on va probablement avoir des excuses. Et nous, en France, c'est vrai qu'au niveau politique, on est encore dans un déni total. Et pourtant, notre histoire est assez glauque. Moi, je pense aux enfants de la Réunion qu'on déportait dans la Creuse pour aller repeupler les villages dans la Creuse. Puis je pense également à toutes les pupilles qui étaient de la main-d'œuvre bon marché dans les fermes. Là, actuellement, les enfants qu'on maltraite dans les institutions sans que ça ne dérange grand monde, puisqu'on ne fait pas plus de contrôle aujourd'hui qu'hier. Voilà. Un jour ou l'autre, la France va devoir regarder son histoire en face, va devoir rendre des comptes, va probablement devoir s'excuser, mais pas que, va aussi devoir réparer ce qu'elle a infligé. Et si elle commençait par faire une chose, la France, je vais vous faire un raccourci. Vous avez dit tout à l'heure que Maître Dupont, enfin anciennement Maître Dupont, appelons-le, il n'est pas assez proche. Donc, Monsieur Dupond-Moretti, donc va avoir de l'argent pour des prisons. Alors moi j'ai une idée. Et si cet argent-là, on s'en servait pour former des enfants qui ne vont pas être dans la violence et qui ne peupleront donc pas ces prisons-là, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin de moins de prisons? Ah ben, si. Mais c'est ce que disait Lias tout à l'heure. C'est que les enfants ont maltraité. Mais oui, c'est un raccourci. Est-ce que c'est pas par ça? Bien sûr, mais je propose que prochain gouvernement, il faut que tu sois notre ministre de la Justice et que tu fasses vous fassiez les bons choix. Mais c'est ce qu'on disait avec Lias tout à l'heure, c'est que les enfants d'aujourd'hui qui sont maltraités, ballottés, font des adultes de demain qui vont devenir des délinquants. Ils sont déstabilisés, qui sont complètement déstabilisés. Mais n'oublions pas les trajectoires des Kouachi, des Mera, des Nemouche, des Koulibaly, c'est tous des enfants placés, donc voilà. Guy Georges en était un, Lahaye en était un, enfin je veux dire, tous les faits divers les plus sordides en France, vous êtes sûr qu'à chaque fois, c'est un ancien de l'ASE ou de la DAS. Donc ça dit quelque chose de notre société. De quoi se poser des questions. Oui, c'est pour ça que moi, ce raccourci-là, j'aimerais bien qu'on le fasse. Et je veux bien être ministre de la Justice. J'accepte. Bien, je crois maintenant, ma chère Coro, qu'on va passer à quelque chose qui va plaire à notre invité de ce soir. Puisque Coro, ça vous ne le savez pas encore, Lias, mais Coro nous fait une punchline. Et la punchline de Coro. Oui, constat flagrant. Les enfants sont des proies. Les enfants sont des proies. Chez eux ou à l'ASE, dans certains foyers, quel que soit l'endroit, les enfants sont des proies. Ils ont froid, ils ont les larmes aux yeux. Les enfants sont des proies. Pourquoi? Parce que les ministres en place se font des passes. À travers leurs joutes verbales, ils se régalent et instaurent des lois qu'ils jugent à contresens et malvenues, qui entretiennent la persévérance du sadisme et de l'indifférence. Oui, monsieur le garde des Sceaux, qui souffle sur les braises du chalumeau pour éteindre les anciennes flammes, mais malgré tout, elles se rallument, car des malveillances se réveillent. Madame Billon, oui, votre décret, votre fameux décret, si vous le saviez, le mal qu'il fait, Madame Billon, car les enfants, petits ou grands, restent des enfants avant 18 ans. Je répète, les enfants, petits ou grands, restent des enfants avant 18 ans. Comme c'est vrai. Comme c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Et puis ça dit à quel point on a encore du chemin à faire. C'est vrai que cette loi, ça aurait pu être un moment historique de fixer des seuils d'âge de non-consentement et enfin de poser un interdit clair à tout adulte d'avoir et de commettre des actes sexuels sur des enfants. Et on se rend compte que, encore une fois, on a loupé le coche, on a mis des conditions qui n'auraient jamais dû être mises, des écarts d'âge, enfin bon, tout ça est terrible. Cette fameuse clause Roméo et Juliette, c'est honteux, c'est terrible. Et puis une loi portée quand même par celui qui a
terroriser les enfants au procès d'Outreau. C'est d'une indignité que ce soit Éric Dupond-Moretti qui se soit présenté sur les bancs de l'Assemblée nationale pour défendre une loi pareille. C'est d'une indignité totale. Il a essayé de le faire oublier. Hein. Outreau, ça veut dire que la parole des enfants n'est plus entendue. C'est ça. Elle n'est pas seulement non plus écoutée, mais elle n'est même plus entendue. Et de toute façon, cette loi, elle a un mérite. Bon, elle existe. Mais et le mérite aussi, c'est que cet écart d'âge n'est pas pris en compte en matière d'inceste. C'est-à-dire que... oui, mais en matière d'inceste, on a mis une autorité de fait, de droit ou de fait. Qu'est-ce que c'est ? De droit ou de fait. Voilà. Est-ce qu'un grand frère a une autorité de droit ou de fait? Est-ce que le voisin? Est-ce que l'oncle? Est-ce que voilà? Alors elle a rajouté aussi le grand-oncle et la grand-tante en matière d'inceste. Mais bon, c'est vrai que au départ cette loi, elle a fait beaucoup de joie dans les rangs de diverses associations de protection de l'enfance, mais aujourd'hui, rien que ces quelques lignes pour cette clause Roméo et Juliette... ça laisse un goût amer. Hein. Voilà. Ça laisse un goût amer. Alors, il a aussi rajouté quand même cette prescription glissante qui est quand même aussi intéressante. C'est un espoir. Ouais. C'est un espoir. Je suis d'accord. Oui, mais encore une fois, on ne peut pas se contenter de demi-mesures. C'est-à-dire qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout et de poser... Quand on veut poser un interdit clair, on ne crée pas de conditions à des conditions, enfin à des exceptions. Le problème, c'est celui-ci, c'est qu'ils ont pris des exceptions pour nous rajouter de nouvelles conditions qui ne s'appliqueraient donc pas à la masse et donc à la majorité des personnes. Et ça, c'est malheureusement, je trouve, assez contre-productif et dangereux puisqu'on est en train de faire croire aux gens qu'on a beaucoup avancé, que ça y est, c'est fait, le seuil d'âge est fixé, etc. Alors que dans le fond, on a des exceptions à ces écarts d'âge qui persistent et pour lesquels on va encore devoir combattre dans les mois et les années à venir pour exiger que ça soit de nouveau réformé. Donc la bataille continue encore. Et surtout qu'il fait des différences entre des petits et des grands enfants. Oui. Alors que les enfants, tant qu'ils n'ont pas 18 ans, c'est des enfants. Oui, voilà. Non, mais ça c'est vraiment aberrant. Complètement. On peut envoyer des gamins en prison à 13 ans et on va me faire croire qu'à 18 ans, un jeune qui va aller violer une enfant de 13 ans n'est pas responsable pénalement. Quand même. Il y a un moment, faut être cohérent. Yes, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Vraiment, au nom de mes drôles de dames, on a été vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Et on va vous demander une promesse. Vous reviendrez? Avec plaisir. Ah, nous aussi. On sera très heureux. Là, maintenant, moi, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime franchement beaucoup et que j'ai connu par hasard. C'est une personne qui m'a interpellée. Une ancienne Miss Suisse 94. Elle s'appelle Sarah Briguet. C'est une personne d'exception. Elle a tout connu, Sarah. Elle a connu la violence sexuelle, la maltraitance. Elle a connu l'horreur. Et puis, elle a transformé toute cette horreur, en fait, tout au bout de sa vie, en se disant qu'elle avait le droit d'être une belle et jolie femme. Elle est devenue Miss Suisse. Après, elle s'est dit, mais pourquoi je ne ferais pas de radio? Elle a fait de la radio. Elle a eu un mari. Elle a des enfants. Sarah est aujourd'hui une jeune femme qui se bat et qui se bat au sein d'une association dont elle est marraine. Et voilà, on n'aurait pas eu la Covid des drôles de dames. Et Sarah serait peut-être avec nous ce soir. Mais à cause de la Covid, elle ne peut pas être avec nous ce soir. Mais vous allez la voir. Et elle-même, en vrai, elle va vous raconter une partie de son histoire. C'est paru grâce à Blick, que je souligne aujourd'hui, et c'est l'interview de Sarah Briguet. Je m'appelle Sarah Briguet, j'ai 50 ans, je suis ex-Miss Suisse et survivante de l'inceste. Un de mes combats aujourd'hui, c'est de faire supprimer la prescription inscrite dans la loi suisse pour ce genre d'acte. Malheureusement, il y a des événements qui sont passés qui font que les souvenirs, ils sont un peu biaisés. Parce qu'actuellement, je me rappelle plutôt du mauvais et peu du bon. Parce qu'à un moment donné, mon papa, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Quand j'étais petite, je ne m'en rendais pas du tout compte, parce que quand on est petit, on n'est pas du tout informé. On ne sait pas ce que c'est que le sexe. Et puis lui, quelque part, il m'utilisait pour se faire du bien, et parce qu'il était avide de sexe.
Je me souviens très bien d'un jour où ma mère est partie faire des courses. J'ai insisté pour partir avec elle. Et lui a insisté pour que je reste avec lui. Il était en train de regarder le Grand Prix de Formule 1, les essais de Grand Prix de Formule 1, c'était un samedi après-midi. Et dès que ma mère est partie, il a contrôlé par le balcon qu'elle était bien partie. Et quand elle est partie, il a demandé de venir m'asseoir sur ses genoux. Et il a commencé à me caresser et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas. Est-ce que c'est normal qu'un papa fait ça à 5 ans? En même temps, c'était mon papa. Il y avait une espèce d'ambivalence, c'est-à-dire que je l'aimais comme un papa, mais en même temps, il me faisait des trucs que je ne comprenais pas. Et là, je sais que je l'ai menacé de sauter par la fenêtre du 3e étage. La porte du balcon était ouverte et je voulais que ça cesse, quoi. Ça fait un peu la même impression que quand on va s'évanouir. Et quand j'étais un petit peu plus grande et que j'ai su ce que c'était un peu la sexualité, ce genre de truc, là j'ai su dire non. Et là j'avais menacé en disant non, si ça continue, j'en parle à ma mère. Et ça s'est arrêté, mais dans ma tête c'était toujours la destruction la plus totale, quoi. Mon seul but c'était de mourir. Je m'endormais le soir en me disant j'espère que cette nuit je m'endors d'une maladie mortelle et que je me réveille pas. Je vivais avec cette envie permanente, ce besoin de mourir tellement c'était dur. Bien, maintenant nous allons passer à une chronique que j'aime particulièrement, vous le savez, à laquelle je tiens, je vous le dis à chaque fois et que je vais encore vous redire. J'aime la chronique de mes auteurs. Pourquoi la chronique de mes auteurs? Parce que tout simplement, mes auteurs sont la plupart du temps des anonymes ou des si peu connus que l'on n'en parle presque pas. Donc ce soir, moi je vais vous faire un parallèle, ce qui va beaucoup vous étonner, un parallèle entre deux femmes. Une femme s'appelle Laura Rapp. Laura Rapp, je vais vous raconter son histoire dans quelques minutes. Et une autre qui s'appelle Caroline Ida. Qu'ont-elles à voir, ces deux femmes, je vais vous le dire, transformer quelque chose de leur vie en une réussite? Alors d'abord, Laura Rapp. Laura Rapp, vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines émissions de télévision. Laura Rapp a écrit un livre qui s'appelle « Tweeter ou mourir ». Ça surprend comme thème. Tweeter ou mourir. Moi, la première fois que j'ai vu le titre, je me suis dit tweeter. Tweeter, mais c'est presque un jeu, quoi. On lance n'importe quoi et puis ou mourir. Et là, vous avez peur. Alors évidemment, ce livre qui est sorti chez Michalon, vous pouvez vous le procurer, il est en vente maintenant, hein, et je vous conseille de l'acheter parce qu'il est vraiment très intéressant. Ce livre, Laura nous raconte. Elle nous raconte qu'elle était une jeune femme radieuse qui avait 25 ans, qui venait de s'ouvrir à la vie professionnelle dans l'immobilier. Elle est heureuse. Un jour, dans le cadre de sa profession, elle rencontre celui qu'elle va appeler son prince charmant, même s'il n'a pas son cheval blanc, mais c'est son prince charmant. Elle est heureuse, Laura. Et ça va durer pour un certain temps. Et puis à un moment donné, ça va plus du tout être comme ça. Ça va passer au coup et à la violence. Et Laura va se faire battre, mais cruellement. Laura va essayer d'appeler au secours. Elle va s'adresser à la justice. Elle va être enceinte. Elle va avoir un enfant, Laura. Elle va tout tenter. Et malheureusement, cette justice, elle n'est pas là. Elle n'est pas au rendez-vous. C'est même une juge, une femme juge, qui ne veut pas l'entendre. Qu'est-ce qu'elle demande, Sarah? Elle demande à ce que cet homme-là se monstre quelque part, parce que lorsqu'on frappe une femme enceinte, on est un monstre. Elle demande que ce monstre soit enfermé. On ne l'enfermera pas. Et que va-t-elle faire? À bout d'arguments, à bout de force, devinez ce qu'elle va faire, les drôles d'âmes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Imaginez. Eh bien, elle va tweeter. Et sur ce tweet, eh bien, elle va appeler au secours. Et elle va dire à tous les gens qui suivent Twitter, si on ne me sauve pas, je vais mourir. Eh bien, ça a marché. Il y a eu une levée de boucliers telle sur Twitter que Laura a été sauvée. Et que Laura, les drôles d'âmes, aujourd'hui, elle a une vie normale. Et qu'elle a écrit ce livre. Et je vous assure, pour avoir discuté longuement avec elle, elle ne l'a pas fait pour se faire plaisir. Elle l'a fait pour vous dire à toutes les femmes, ou même des hommes battus, hein, parce qu'il y en a, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, écrivez, allez voir des juges,
mais ne restez surtout pas dans la même maladie que moi. Parce que cette maladie-là, moi je lui donne un nom, c'est la violence, c'est la souffrance. Et ça peut même être la mort, vous ne croyez pas? Et elle explique très bien ce que c'est que l'emprise aussi. Et elle explique l'emprise. Mais ça, vous le découvrirez dans son livre parce que je ne vais pas tout vous raconter quand même. Donc je vous rappelle, Tweeter ou mourir, Laura Rapp aux éditions Michalon. Et alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui à me faire un parallèle avec Silver, la génération Silver, et pourquoi moi ça m'attire tant? Pourquoi Caroline Ida m'a-t-elle touchée? Caroline Ida ne connaît pas la violence, ne connaît pas la souffrance, elle n'est pas battue. Mais Caroline Ida se rend compte d'un seul coup que si l'on dépasse 50 ans, les drôles de dames, que se passe-t-il? On est mis à la poubelle. Exactement, exactement, Coro, on est mis à la poubelle. Et elle s'est dit, bah moi j'ai pas envie de ça. Donc comme j'ai pas envie d'être à la poubelle, eh bien je vais écrire un livre sans tabou ni limite et je vais raconter comment on peut vieillir en restant une femme belle, généreuse, admirée, heureuse. Et ça c'est pour vous donner d'optimisme, parce qu'il en faut d'optimisme dans cette civilisation-là. On a entendu des choses tellement difficiles. Elle est belle. Elle est belle, hein? Mais vous verrez, on va vous montrer, vous verrez à l'antenne, vous verrez le visage de cette femme qui est mannequin, qui fait plein de choses. Et moi, je vous conseille de lire son livre pour une raison simple, c'est une bouffée d'oxygène. C'est aux éditions Kiwi. Bien, je vais bien entendu revenir sur les livres que je vous ai déjà présentés, parce que ça, on ne peut pas les oublier. Ce soir, on aurait dû interviewer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Francis Livlowski. C'est un homme qui s'est battu pour sa petite fille qui avait été touchée par le voisin qui habitait à quelques mètres de là. La Covid a malheureusement changé le programme de Francis parce qu'il devait être à Paris pour aller manifester, devinez où les drôles de dames? Où croyez-vous qu'elle est, Francis? À l'Assemblée nationale. Et oui, Francis, avec un député, je vous dirai même pas son nom parce que je préfère que vous le découvriez parce que moi ça m'a fait rire. Quelqu'un de très connu, vous voyez, qui a le verbe haut, vous voyez certainement de qui je veux bien parler. Oui, il y en a plusieurs. Hein. Oui. Oh non, mais celui-là, il y en a qu'un. On ne sait pas lequel. Celui-là, vous en avez qu'un. Du sud-ouest. Mais oui, du sud-ouest, Elisabeth. Donc, et voilà, il doit aller manifester, mais il sera avec nous dans la prochaine émission dès que le couvre-feu n'existera plus, qu'il pourra circuler, qu'il pourra aller, parce qu'il est dans les Vosges, Francis. Donc, comment voulez-vous qu'il vienne? Ça ne fait pas 10 km de Paris, les Vosges. Donc, Francis nous racontera comment il se bat et comment il compte encore se battre, puisqu'il a perdu le procès de sa fille. Et ça, c'est pas possible pour lui. Ça, c'était donc pour Francis. Après, je vous fais un tout petit rappel sur Betty Manché. Ce n'était pas de l'amour. Betty Manché, cette jeune femme qui a écrit aux éditions City et qui raconte comment elle a pu passer de l'horreur la plus totale en voyant sa sœur massacrée, des viols, des incestes, enfin il y a de tout. On a même le droit à cette pauvre sœur qui devient tellement malheureuse dans tout ça qu'elle se met en couple avec son père dans la même maison où habitent tous les autres et qui finit par être assassinée par ce même père à l'endroit où elle travaille habituellement. Et il va tuer également le garagiste, parce que c'était un garagiste, son patron. Donc il va faire 2 morts, alors qu'il avait fait de la prison, qu'on l'avait relâché. Vous découvrirez ça dans un livre qu'il faut absolument lire, qui s'appelait « Ce n'était pas de l'amour ». Je rappelle, édition City. Et puis je vais finir par mon petit coup de cœur du début de ces émissions, qui est le livre de Laetitia, de Louise Victoire, excusez-moi, de Louise Victoire, qui s'appelle « La vie malgré nous ». Alors ça, ce livre-là, je vous conseille de le lire, parce que Louise, qui a subi elle aussi l'inceste, les viols, la maltraitance, si elle s'en est sortie, c'est grâce à un éditeur qui lui a fait confiance. Cet éditeur-là s'appelle Libre de lire. Et n'oubliez pas, un éditeur lui a fait confiance, elle savait pas vraiment formuler ses chapitres, les écrire correctement. Il l'a aidée. Elle en a fait un beau livre. Et moi, je suis fière de vous dire aujourd'hui qu'elle continue à écrire Les Drôles de Dames. Elle écrit, elle va même nous écrire des poèmes. Donc voilà, c'était donc la fin de ma pause littéraire. Le mois prochain, nous recevrons donc un invité que vous connaissez certainement, Arnaud Gallet. Et là, si vous voulez, ça va être un autre thème.
Un thème très compliqué aussi, qui ne va pas être facile, croyez-moi, puisque là, nous allons revenir sur l'inceste, nous allons revenir sur les maltraitances physiques qui en découlent et de santé, les séquelles de santé. Donc, maintenant, les dos d'Adam, il va bientôt être l'heure de se quitter, de se séparer. Donc, avant, eh bien, Coro, si vous nous disiez quelques mots sur votre magnifique CTV. Ah oui, moi je vais vous parler de CTV Productions, qui est un média indépendant, qui a sa propre gamme de vêtements, qui contribue à aider pas mal d'associations et qui contribue à argumenter des actions bien précises. Elisabeth, si vous nous parliez un petit peu de So Good Media qui nous accueille. Oui, je vais vous parler de So Good Media, effectivement, qui nous accueille. Et alors, So Good Media, c'est une plateforme qui est une boîte média qui est associative, avec notamment comme mission principale, donc cette mission socio-éducative, et notamment avec des initiations à la radio et au métier de l'audiovisuel en collectivité. Il ne me reste plus à moi qu'à vous parler de notre association SOS Viol Enfance, prévention de l'inceste et de la pédocriminalité. Je n'y travaille pas toute seule, j'en suis certes la présidente, mais à côté de moi, vous avez Elisabeth, maître Ponviane, qui est notre avocate. Et notre avocate qui m'aide très très souvent dans des cas très très graves. Parce que vous savez, certes, nous faisons de la prévention, mais il nous arrive aussi d'accueillir des victimes et des proches de victimes. Et on ne les laisse pas tomber, on les aide. Donc c'est une association, bien sûr, à laquelle nous tenons beaucoup toutes les deux. Et cette association a beaucoup de chance parce qu'elle a une auteure, compositeur, interprète qui a décidé de nous faire notre hymne, notre propre chanson, dont vous allez entendre dans quelques secondes un passage et vous pouvez la trouver sur YouTube sans problème. Denise Langrand est une personne fantastique et Viol Enfance est vraiment notre hymne, c'est l'hymne de ces enfants maltraités. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire bonne soirée, bonne nuit pour certains certainement, dire au revoir Coro, au revoir Elisabeth. Au revoir mes drôles de dames. Au revoir tout le monde. Et à très bientôt au mois prochain. Certains se souviennent des pas qui s'approchaient dans le couloir des chambres ou autres sales endroits. Pour toi, Katia, les bois, le parc, trahir la confiance d'un enfant. Le violer, c'est lamentable. Souiller tout son corps suppliant. Le vendre aux amis notables. Les pères, grands-pères, oncles et cousins, prédateurs vivants sous vos toits, menaçant enfants et bambins, d'un air sadique et sournois. Toutes ces vies que vous gâchez par vos vices et sales discours. S'il existe